Allez, c'est parti. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo spéciale geek. Ah, c'est trop cool, j'avais trop hâte de faire cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais poser 10 questions à une intelligence artificielle que j'ai téléchargée sur mon téléphone pour s'occuper de mes plantes, pour voir si elle peut faire mieux que moi et tout simplement pour voir si je suis d'accord avec elle. C'est quand même un peu mon boulot que de vous coacher concernant l'entretien de vos plantes. Donc, voyons voir si une IA peut faire mieux que moi. Sachez que cette vidéo a été faite avec l'IA Génie que j'ai trouvé sur mon App Store. Et vu que je filme avec mon téléphone, vous doutez bien que je ne vais pas le faire directement. Donc j'ai posé mes questions. Ce qui est bien avec cette application-là aussi, c'est qu'elle sauvegarde les réponses. J'ai tout mis sur un doc Canva. Et puis comme ça, on va pouvoir faire des récapitulatifs. Évidemment, ici, voilà, dans cette partie de la vidéo, dans cette partie de l'écran, je vous mettrai les questions et les réponses. Et c'est parti, on y va! Première question. Je suis désolée pour le bruit ambiant parce que j'ai mon voisin qui a décidé de détruire sa maison depuis environ 3 jours. Et il y a un marteau-piqueur, c'est insupportable. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Et si c'est le cas, je m'en vois vraiment désolée. Mais sachez que ça me saoule tout autant que vous. Ça va peut-être vous saouler une quinzaine de minutes. Ça me saoule depuis 3 jours. Alors, bien sûr, je me suis inspirée pour poser mes questions, des questions que mes coachés me posent souvent en visio, parce que je ne vois pas l'intérêt de ne pas voir où se trouvent vos plantes pour vous aider au mieux dans leur développement. Alors, première question, quelle plante choisir quand on débute la culture d'intérieur? Bon, c'est un peu bizarrement formulé, mais il a compris ce que je voulais dire. Lui, il nous recommande de commencer surtout avec des pothos, des herbes aromatiques, des cactus, des succulentes et des sansevieria. Voilà, je crois que là, j'ai rien oublié. Donc voilà, en gros, les différentes plantes qu'il suggère, on va dire. Je suis d'accord avec lui et je rajouterai à la catégorie les syngoniums, parce que les syngoniums, clairement, pour moi, c'est une catégorie assez simple. Alors, il y en a des très spécifiques qui sont déjà plus chers, donc vous n'allez peut-être pas, si vous êtes débutant, vous lancez tout de suite là-dedans, mais un Syngonium burrito ou un Syngonium variegata, c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un Golden Pothos, vous voyez. Bon, après, ça c'est mon expérience à moi. Et c'est vrai que pour les personnes qui ont des pothos et qui veulent quelque chose qui change un peu de l'ordinaire, je les oriente assez facilement vers les syngoniums. Après, on va dire, s'être entraîné sur pothos. Après, les succulentes, je ne suis pas d'accord. Il y a des succulentes qui sont quand même assez compliquées. Le drainage est très spécifique. Toutes les succulentes ne sont pas pour tous les débutants. Question numéro 2. Quelle composition doit avoir mon substrat? Alors lui, il préconise 50% de terreau, 25% de compost et 25% de perlite. Il nous dit aussi qu'il est important de noter que certains types de plantes peuvent nécessiter des mélanges de substrats spécifiques en fonction de leurs besoins. Par exemple, les cactus et les plantes succulentes nécessitent un substrat plus sableux pour permettre un drainage plus rapide, tandis que les plantes tropicales ont besoin d'un sol plus riche en nutriments et plus humide. Alors voilà, en fait, il se contredit tout seul parce qu'il dit que les plantes d'intérieur, cactus et succulentes, sont dans la catégorie facile, mais déjà de base, au niveau du substrat, il faut quelque chose de très spécifique. Donc vous allez acheter votre terreau d'intérieur et vous allez mettre votre succulente dedans parce qu'on vous a dit que c'était facile et vous allez l'avoir crevé. Bah oui, parce qu'en fait, la rétention d'eau n'est pas bonne, donc forcément, ça crève. Voilà, donc non, 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 je pense que là, est-ce qu'il a tout bon? Je dirais oui et non. Alors, il faut savoir que dans le commerce, ça quand même, la plupart des plantes sont des aracées, hein, on va dire ce qui est.
Disons que les plantes les plantes que tout le monde veut, la plupart du temps, ce sont des aracées. Que les aracées, maintenant, vous avez pu voir fleurir différents mix. En effet, il faut qu'ils soient assez riches, donc je trouve que c'est une catégorie de plantes où il faut être assez calé sur les besoins au niveau des oligoéléments, au niveau de, voilà, de tout ça, parce qu'une carence est vite arrivée malheureusement. Il faut pouvoir et savoir la détecter assez vite pour que votre plante elle reprenne du poil de la bête, on va dire, assez rapidement, parce que autant autant voir une feuille sortir, c'est lent, autant rattraper une carence, on ne la voit pas tout de suite sur la plante. Une plante carencée, ça peut mettre plusieurs mois avant de récupérer. Donc autant éviter ça et mettre des bons nutriments dès le départ. Alors, troisième question, comment savoir si j'arrose trop ou pas assez ma plante d'intérieur? Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Il nous dit qu'il y a plusieurs signes qui peuvent nous indiquer si on arrose trop ou pas assez. Si le sol est constamment humide, cela peut indiquer que vous arrosez trop. Si les feuilles commencent à se flétrir, cela peut indiquer que la plante ne reçoit pas suffisamment d'eau. Vous pouvez également tester l'humidité du sol en insérant votre doigt à environ 2,5 de profondeur dans le sol. Si le sol est sec, il est peut-être temps d'arroser. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il raconte pour ces techniques d'arrosage. C'est trop aléatoire là ce qu'il raconte. Et puis c'est pas totalement exact. Je m'explique. Alors lui, il raconte que si les feuilles commencent à se flétrir, cela peut indiquer que la plante ne reçoit pas suffisamment d'eau. Eh bien non, ça peut aussi être le fait qu'elle reçoit trop d'eau. Une plante ne s'arrête jamais de boire, donc toute l'eau que vous lui mettrez, elle va la boire, jusqu'à en fait en faire pourrir ses racines. Et une racine qui pourrit et qui meurt, ça peut ressurgir sur la feuille où on peut voir des taches marron. Et là, on se dit, ah, mais pourtant, j'arrose bien et tout. Mais en fait, votre plante, c'est pas un problème d'arrosage. Au contraire, là, elle est en train de se noyer. Donc, il faut faire vraiment très attention justement à ces intelligences artificielles qui pensent, entre guillemets, avoir la science infuse. Il faut quand même avoir des notions de biologie de la plante, de comment fonctionne un peu toute la plante, quoi. C'est-à-dire comment fonctionnent les racines avec les feuilles, comment ça se bidouille tout ça et comment ça s'interconnecte, on va dire, pour pouvoir ensuite mieux comprendre la plante. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce sera avec plaisir que je vous ferai un bébé cours de biologie, mais vraiment petit, parce que j'ai envie que cette chaîne reste cool. Mais je peux vous expliquer assez rapidement et de façon fun, j'ai quelques idées déjà, on va dire comment une plante se développe. Voilà, pour faire simple. Avec des grands thèmes. Et voilà, je pense que je peux faire peut-être une série, mais je pense qu'en une ou deux vidéos, on pourrait déjà balayer pas mal de choses qui pourraient vous aider à comprendre les plantes. Ensuite, continuons. Ah oui, non, pas fini. Le test de l'humidité avec le doigt, je ne suis pas d'accord non plus parce que si votre plante à 2,5 est sèche, ça ne veut pas dire que tout en bas c'est sec en fait. Et ça va dépendre aussi de votre contenant. Si votre contenant est en terre cuite, on va dire que l'humidité est à peu près la même partout. Donc en effet, si vous mettez votre doigt dans un pot en terre cuite et que c'est sec, vous avez de grandes chances qu'au fond ce soit sec. Par contre, si c'est en plastique, si au-dessus c'est sec, ça ne veut pas forcément dire qu'au fond ça le sera. Donc, sa technique pour calculer l'humidité, je ne suis pas très fan. Il existe des testeurs d'humidité. Je vous en mets un là, par exemple, qui va pouvoir vous indiquer peut-être de façon un petit peu plus juste l'humidité ambiante qu'il y a dans le pot que vous voulez ou non arroser. Je lui ai demandé, pour tester justement ses connaissances, la composition qu'il fait d'un engrais pour plantes vertes. Il nous parle du N, du P et du K. Heureusement pour lui, j'ai envie de te dire, c'est quand même un peu la base. Il nous explique qu'est-ce qu'un engrais équilibré en prenant l'exemple
d'un engrais 10-10-10 où justement il y a 10% de K, 10% de N et 10% de P. Explique que d'autres formules peuvent avoir une proportion différente de ces éléments selon les besoins spécifiques de la plante. En plus de ces éléments, les engrais pour plantes d'intérieur peuvent également contenir des oligoéléments, je vous en parlais justement, tels que le fer, le zinc et le cuivre qui sont importants pour la croissance et la santé des plantes. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne faut jamais oublier et sous-estimer les oligoéléments. Et à mon sens, il en manque 3. Il manque le molybdène, le manganèse et le bore. Pardon, excusez-moi, j'avais oublié. Donc pour moi, il manque au moins 3 d'oligoéléments qui restent quand même importants, notamment dans les plantes tropicales d'intérieur. Alors, ce que je fais moi pour être sûre de ne pas manquer d'oligoéléments, une fois par mois, je mets du Kelkat à mes plantes, notamment à mes grosses plantes. Donc de la marque Atlantica, cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est un mix EDTA, en gros ça veut dire que c'est un mix qui est très absorbable par les plantes. Donc elles vont avoir la disponibilité au niveau des racines assez facilement. Voilà, donc c'est les oligo-éléments que je préconise parce qu'en plus je les trouve très économiques. Il faut savoir que ce sac là fait 1 kg, j'en suis à la moitié et ça fait un an, un peu presque un an et demi que je l'ai. Ouais, ça va faire un an et demi que je l'ai. Janvier 2022, j'avais noté. Et bon, bah c'est de la poudre, donc clairement, il n'y a pas trop de risque que ça tourne en fait. Donc je pense que c'est une bonne chose si vous voulez quelque chose d'économique qui dure sur le long terme, que vous achetez une fois et puis que vous rachetez dans très longtemps. Sauf si bien sûr votre collection est une pépinière et que du coup le sachet vous dure 6 mois. Mais si vous avez une collection comme moi entre 60 et 80 plantes, ça suffit largement si vous le faites avec parcimonie, sachant que je ne le fais pas pendant l'hiver, étant donné que je peux aussi leur faire en hiver une cure de phytomar pour les aider à gérer le froid. Enfin voilà, elles ont autre chose en hiver, mais en tout cas, les 6 oligo-éléments sont toujours présents dans les compléments que je donne à mes plantes. Ensuite, qu'est-ce que je lui ai demandé à cette IA? Comment sauver une plante malade? N'est-ce pas la question qui revient le plus souvent dans mes DM? Ma plante est en train de mourir, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'elle est morte? Etc. Bon, voici la réponse de l'IA. La première étape pour sauver une plante malade est de déterminer la cause de la maladie. Et oui, évidemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux bien vous aider, je suis là pour ça, il n'y a aucun problème. Mais s'il vous plaît, par pitié, donnez-moi des indications sur l'endroit où se trouve la plante, sur depuis quand vous l'avez, depuis quand elle va mal, les fréquences d'arrosage, la luminosité. Il me faut les parasites, parce que une plante blindée de cochenilles ou de trips, faut pas s'attendre à ce qu'elle aille bien en fait. Déjà, en fait, là, elle lutte pour survivre, elle est pas bien, elle est malade. Et là-dessus, moi et l'intelligence artificielle, on est plutôt d'accord. On est plutôt d'accord. Petite question qui est totalement de bon ton en ce moment. Comment se débarrasser des trips? Alors moi, j'ai fait ma lutte biologique. Je vous mets dans le petit i la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. C'est peut-être le nuisible le plus casse-pied que je connaisse. Voyons voir ce que nous dit l'IA pour se débarrasser des trips. Alors, les trips peuvent être difficiles à éliminer. Non, sans blague. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour vous en débarrasser. 1. Isoler la plante affectée. Alors ça fonctionne uniquement s'il y a une plante toute seule au milieu d'un salon qui a des trips. Si vous avez une plante qui a des trips dans une collection, par exemple, si derrière moi il y en a une qui a des trips, elles ont toutes des trips, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc, isoler si elle est toute seule, mais lui, il dit isoler la plante infectée. Nettoyer la plante
Utilisez un chiffon doux et une éponge pour essuyer la plante et éliminer les trips et les œufs. Donc ça, c'est son deuxième conseil. Je suis tout à fait... Oui, je suis d'accord. Il faut la nettoyer. Alors moi, je la passerai même carrément à la douche, en fait. Je ne chercherai pas midi à 14 heures. Je pense qu'une bonne douche ne lui fera que du bien. Alors une douche pour éliminer les trips, par pitié, ne faites pas une douche comme ça. Sinon, les trips, ils vont dans le terreau et vous n'avez pas enlevé les trips mécaniquement. Pour enlever correctement des trips, vous prenez votre plante, vous la penchez sur le côté et vous nettoyez uniquement le feuillage pour que ça s'écoule dans la douche, quoi. Voilà, ou dans la baignoire, peu importe, mais que les trips n'aillent pas dans le terreau. Voilà. Son troisième conseil, utiliser un insecticide. Les insecticides peuvent être efficaces pour éliminer les trips. Choisissez un insecticide spécialement conçu pour éliminer les trips et suivez les instructions d'application du produit. Alors oui, je suis d'accord avec lui. En effet, vous pouvez, si vous avez vraiment une grosse infestation, faire un coup de pyréthrine sur tout le monde. Mais attention avec les produits qui contiennent de la pyréthrine parce que les trips peuvent développer une résistance, oui, une résistance à la pyréthrine. Et là, c'est la cata parce que vous allez avoir des trips Warrior 2.0 qui ne mourront plus avec les différentes solutions que vous pourrez essayer de leur mettre. Donc, à part perdre de l'argent dans des produits, ça ne changera strictement rien. Voilà. Moi, je vous donnerai plutôt on va y revenir, hein, je vous dirais plutôt de faire de la lutte biologique, de faire plusieurs cycles parce que le TRIPS comment dirais-je, un cycle de vie assez court, donc il faut vite casser les cycles avant qu'ils ne puissent se reproduire. Donc pouvoir faire de la lutte biologique sur 2-3 mois, finalement, ça peut être pas mal. À mon sens, c'est la meilleure des idées. Alors, qu'est-ce qu'il continue à dire lui? Répéter le traitement. Ah ben voilà. Les trips sont un cycle de vie court. On se répète. Donc il est important de répéter le traitement plusieurs fois pour éliminer toutes les générations des trips. Oui, bon bah voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc répéter le traitement avec de la pyréthrine, c'est prendre le risque qu'ils deviennent des malaises. Alors que si vous décidez de le faire avec la lutte biologique, il n'y a pas d'accoutumance étant donné qu'ils se font bouffer. Cinquième conseil, utiliser des pièges à phéromones. Alors les pièges à phéromones, vous savez que c'est ces espèces de plaques bleues qui attirent les trips qui volent. Donc ça c'est bien parce que ça va tuer ou capturer et puis tuer les trips adultes. Mais ça va rien faire par rapport aux larves, ça va rien faire par rapport à ceux qui sont dans le terreau. Et pire encore, si vous utilisez la lutte biologique, par exemple, ou des chrysopes, là, ça va venir, en fait, attraper vos chrysopes et les tuer aussi. Donc, aucun fichu intérêt de mettre des pièges à phéromones si vous décidez d'utiliser la lutte biologique. Voilà, donc après, il nous dit qu'il est important de combiner ces méthodes pour obtenir les meilleurs résultats dans l'élimination des trips. Ah, mais il est comme nous, hein, il est un peu désespéré par rapport aux trips, j'ai l'impression. Alors, ensuite, comment préparer mes plantes à une absence de plusieurs jours? Alors ça, c'est vrai que c'est une question qui me revient, qui commence à revenir là actuellement avec les beaux jours qui arrivent. Des gens qui se disent oui, mais je pars en week-end, qu'est-ce que je dois faire, etc. Alors, voyons voir ce que Lydia en pense. Arrosez bien vos plantes avant de partir pour vous assurer qu'elles ont suffisamment d'eau. Si possible, placez vos plantes dans une zone ombragée pour éviter qu'elles ne se dessèchent rapidement. Alors, on va commencer par ces deux conseils. Le premier conseil, donc arrosez bien vos plantes. Oui, ça c'est évident, là surtout au mois de... Alors, arrosez bien vos plantes, ça va aussi dépendre du moment. C'est-à-dire qu'au mois d'août, oui, vous arrosez généreusement et vous pouvez même laisser des coupelles sous vos plantes parce que ce ne sera pas du luxe. Si vous partez pour les vacances de Noël et que bien sûr vous habitez dans une zone où à Noël il fait froid, ça ne sert à rien de laisser de l'eau sous les coupelles. Enfin, là, vous allez noyer vos plantes en fait parce qu'en règle générale, les plantes à ce moment-là, elles font dodo. Donc elles n'ont pas une activité de fou.
et vous risquez juste de les noyer en fait. Donc oui, mais c'est à nuancer, hein, l'arrosage avant le départ. Ensuite, si possible, placez vos plantes dans une zone ombragée pour éviter qu'elles ne se dessèchent rapidement. Je ne suis pas d'accord du tout. Il faut surtout pas, enfin surtout pas. Le mieux est de laisser vos plantes à l'endroit où elles sont, parce qu'elles ont l'habitude de cette luminosité. Mettre les plantes dans le noir alors que vous partez, mais c'est une bêtise, étant donné que vos plantes vivent grâce à la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? C'est la lumière qui rentre, qui tape sur, la chlorophylle de vos plantes et qui permet à la plante d'activer tous ces petits mécanismes pour pouvoir en boire, faire grandir ses racines et sortir de nouvelles feuilles. Donc clairement, sans lumière, votre plante va ralentir au niveau de son activité. Donc forcément, il a raison dans le sens où elle va boire moins vite. Par contre, ça va si vous partez 2 jours. Et encore, moi je suis pas trop pour. Mais si vous partez une semaine, les laissez pas une semaine dans le noir, hein. Là, vous allez rentrer, ça va être la cata, hein. Vraiment. Donc un conseil, laissez vos plantes, si possible, à l'endroit où elles sont. Voilà. Ne bougez pas toute votre collection au moment où vous voulez partir. Ensuite, 3. Utilisez des techniques d'arrosage automatique comme des gouttes à gouttes ou des systèmes d'arrosage par aspersion pour fournir de l'eau à vos plantes pendant votre absence. Il existe également des bouteilles d'arrosage auto-irrigantes que vous pouvez remplir d'eau et les placer à côté de vos plantes. Alors non, je suis désolée, hein, mais non, la technique du goutte à goutte, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pareil, parce que si c'est l'été, ce sera à peine sur le terreau qu'avec la chaleur ambiante, ça va s'évaporer, ça n'arrivera jamais aux racines. Si c'est en hiver et que vous mettez un goutte à goutte, parfois c'est la goutte de trop, vous voyez, et ben en fait ça va être ça, la goutte de trop qui fera que vos racines vont commencer à pourrir. Donc non, le goutte à goutte, je suis mais alors vraiment pas fan. Sauf pour les plantes qui ont besoin d'avoir les pieds dans l'eau, notamment les colocasia, qui eux ont vraiment besoin d'avoir une humidité constante, mais ça c'est pareil, c'est en été. Donc là, la limite, mais je préfère largement que vous mettiez une coupelle en dessous plutôt que de mettre un goutte à goutte, hein. Voilà. Je suis pas super fan de ce genre de choses. Le quatrième conseil, c'est demander à un ami ou à un voisin de confiance de venir arroser vos plantes pendant votre absence. Clairement, c'est le meilleur truc à faire si vous partez longtemps. Trouvez-vous un plant lover dans votre ville, dans votre quartier, dans votre immeuble et faites-lui découvrir votre collection une après-midi autour d'un café, d'un thé, d'un chocolat chaud, d'un gâteau, enfin de ce que vous voulez. Voilà. Faites un moment sympa où vous allez parler plantes ensemble parce que c'est toujours fun. Et expliquez-lui comment vous arrosez vos plantes. Faites-lui des penses bêtes si vraiment si vraiment c'est important pour vous. Écrivez-lui vos recommandations pour telle ou telle plante, voilà, s'il y a des choses vraiment précises à faire. Et puis laissez-le avec un double des clés et c'est comme ça qu'il y aura le moins de problèmes. Si vraiment vous êtes stressé, demandez-lui si ça ne le dérange pas de faire un visio quand il va arroser vos plantes. Comme ça, vous voyez ce qu'il fait et vous pouvez checker aussi ce qui va bien ou ce qui ne va pas parce que vous les connaissez, vos plantes. Avoir quelqu'un qui passe chez soi pour s'occuper de ses plantes, c'est comme avoir quelqu'un qui vient chez soi pour s'occuper de son chien ou de son chat. C'est toujours plus rassurant que de partir en se disant « Inch'Allah, ça passe ». Alors, cinquième conseil, si possible, déplacez vos plantes à l'intérieur pour les protéger des conditions météorologiques extrêmes. Si vous avez en effet des plantes sur balcon, non, moi je les laisserai en place aussi, hein, je sais. Parce que bon, vous n'allez pas partir, enfin, sauf si vous partez en été et que vous revenez en hiver, mais bon, qui a 6 mois de vacances? Voilà, je veux dire, si c'est votre maison principale, vous partez rarement plus de 2, 3 semaines.
que ce soit dehors ou dedans. Vos plantes d'extérieur, elles ont l'habitude du temps. Et si vous avez quelqu'un qui passe, de toute façon, si à un moment donné il faut les rentrer, la personne les rentrera. La prochaine question, j'ai demandé justement le soin spécifique d'une plante. Je voulais voir qu'est-ce que l'intelligence artificielle allait me dire concernant le soin d'une plante en particulier. Je lui ai demandé comment s'occuper d'une Monstera deliciosa, comment en prendre soin. Alors, il me dit, petit 1, placez votre plante dans un endroit lumineux, mais à l'abri des rayons directs du soleil. Je suis d'accord. Arrosez votre plante régulièrement en laissant sécher le dessus du sol entre chaque arrosage. Je suis d'accord. Fertilisez votre plante une fois par mois avec un engrais équilibré pour plantes d'intérieur. Je suis moins d'accord. Pour moi, la Monstera variegata a besoin d'un peu plus qu'une fois par mois en été, parce qu'en suivant la maturité de la feuille et la grosseur de la feuille, elle va manger ses oligo-éléments un peu plus vite que une fois par mois. Et je serais d'avis à la supplémenter en fer, parce que les Monstera aiment beaucoup et consomment énormément de fer. Donc voilà, moi j'ajouterais ça en tout cas au niveau de la nutrition. Retirer régulièrement les feuilles mortes ou endommagées. Oui, bon, ça c'est valable pour toutes les plantes en fait. Donc je vois pas pourquoi il met ça uniquement pour spécifiquement pour la Monstera deliciosa. Et le 5e conseil, éventuellement tutorer votre plante pour la faire grimper. Alors pourquoi éventuellement, étant donné que que dans la nature, la Monstera grimpe? C'est idéalement qu'il faudrait dire en fait, parce que plus vous allez la tutorer, plus elle va pouvoir se fenestrer et donc atteindre sa taille mature et adulte. Si vous voulez un petit buisson de Monstera pas trop découpé, ok, ne la tutorez pas. Mais si vous voulez des belles fenestrations, il faut la tutorer en fait. C'est un passage obligé pour la Monstera. À mon sens, on ne peut pas faire vraiment autrement. Voilà, j'espère que cela vous aidera à prendre soin de votre Monstera. Oui, bof, bof, bof. Je suis pas méga convaincue. Alors ensuite, je vais poser une question concernant les vitrines, parce que je suis en train de me renseigner et j'aimerais bien en faire une. J'ai des box, comme vous pouvez le savoir. J'en ai 3 petites et 2 grandes. Et plus ça va, et plus je me dis que j'aimerais bien avoir une vitrine. C'est beaucoup de boulot parce qu'il faut faire, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte, l'humidité, l'aération, enfin, c'est un sacré taf parce que quand il faut nettoyer, il faut tout nettoyer. S'il y a du fongique, c'est tout le monde qui a du fongique parce que c'est un endroit clos et fermé, donc c'est pas mal de boulot, mais c'est vrai que ça et un terrarium, en ce moment, ouais. J'aimerais bien. C'est en réflexion. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé comment faire une vitrine de plantes. Il m'a donné ces étapes-là. Choisissez les plantes que vous souhaitez utiliser dans votre vitrine. Veillez à sélectionner des plantes qui ont des hauteurs et des couleurs différentes pour ajouter la profondeur à votre vitrine. Alors une vitrine, c'est... Moi, de toutes les vitrines que j'ai vues, c'est pas profond en fait. Sélectionnez un conteneur approprié pour votre vitrine. Vous pouvez utiliser un grand pot ou une jardinière pour regrouper plusieurs plantes. Vous pouvez utiliser plusieurs petits pots pour créer une vitrine de plantes en rangée. Mais il n'a pas compris ce que je voulais en fait. Moi, je veux une vitrine, vous savez, comme les vitrines Ikea là. Je veux pas. Lui, j'ai l'impression qu'il me parle d'un terrarium plutôt. Bon, continuons. Ajoutez du terreau à votre conteneur et plantez vos plantes, ok? Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre chaque plante pour qu'elles puissent se développer et atteindre leur pleine taille, ok? Ajoutez des éléments décoratifs à votre vitrine de plantes comme des pierres, des galets, des coquillages, des figurines ou des éléments en bois naturel.
Vous pouvez également ajouter des nappes de mousse pour ajouter une couleur et une texture supplémentaire. Clairement, il parle d'un terrarium, hein. Il ne parle pas du tout de la vitrine que vous et moi, on connaît. Ok, donc non, on n'est pas... Merci pour... Et placez votre vitrine de plantes dans un endroit bien éclairé et bien ventilé pour que les plantes... J'ai pas screenshoté la suite. Bon, pour que les plantes grandissent bien, je suppose que c'est un truc comme ça qu'il allait nous dire. Ouais, non, mais de toute façon, il nous parle d'un terrarium, là, clairement. Il ne nous parle pas de la vitrine de plantes que je voulais faire. Bon, bah voilà, donc non, il n'a pas réponse à tout. Dernière question. Comment avoir les meilleurs conseils sur les plantes que l'on possède? Alors, il existe plusieurs façons d'obtenir des conseils sur les plantes que vous possédez. Vous pouvez rechercher en ligne les forums de jardinage et les sites web spécialisés, comme moi par exemple. Une bonne source d'informations sur les plantes que vous possédez. Vous pouvez également trouver des informations sur les soins appropriés pour chaque type de plante. Ok, demandez à un expert. C'est toujours moi. Les pépiniéristes, les jardiniers et les spécialistes de plantes peuvent vous fournir des conseils personnalisés sur l'entretien et le soin approprié pour chaque type de plante. C'est exactement ce que je fais en visio. Donc surtout, je vous mets en dessous un lien pour directement prendre un rendez-vous si ça vous intéresse de faire ça. Voilà, c'est 30 minutes avec moi, on discute de vos plantes, c'est sympa, depuis chez vous. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous. Troisième conseil, utilisez une application de jardinage. Alors vraiment non. Oh, mais ne faites pas ça. Oh, j'en vois passer sur Instagram, mais la cata. La cata. Il y en a où on te dit de mettre du coca dans tes plantes. D'autres, on te dit de mettre de la bière dans tes plantes. Tout ça, on t'explique pas pourquoi. On te dit juste de le faire et que ta plante, elle va aller bien. Et dans leur pub, on te montre une plante qui est clairement en train de caner, qui a 3 feuilles, et comme quoi, avec les bons soins que tu vas leur donner, elles vont avoir comme par enchantement 5 nouvelles ramifications. Donc le truc il devient énorme, tu te dis ah waouh magnifique, mais en fait pas du tout. En fait, ça, vraiment, s'il y a bien un truc que je peux vous conseiller, c'est d'éviter les applis où on prend la photo et on vous dit ce qu'il y a votre plante. Il n'y a rien de moins spécifique que ce genre d'application parce qu'elles ne savent pas où est votre plante. Enfin, il y a trop de paramètres en jeu pour savoir comment va une plante en fait. Et laisser ça au bon soin d'une photo, je suis désolée. Alors je sais que la nouvelle technologie a fait de nombreuses choses aujourd'hui, mais je reste sceptique sur la viabilité de ce genre d'application et sur le sérieux surtout de ce genre d'application. Voilà. Participer à des groupes de jardinage. Les groupes de jardinage en ligne et hors ligne sont un excellent moyen de poser des questions et d'obtenir des conseils auprès d'autres propriétaires de plantes expérimentées. Oui, il y a plein de groupes, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, de personnes passionnées de plantes qui ont peut-être rencontré le même problème que vous. Mais pareil, attention, ce qui marche chez l'un ne marchera pas forcément chez l'autre parce que les paramètres ne sont pas les mêmes. Et c'est en ça que mon coaching est vraiment spécifique à chacun d'entre vous. Je ne fais pas de généralité. Avec les plantes, c'est pas possible. On ne peut pas dire mais si avec moi ça marche, donc avec toi ça va, c'est sûr que ça va marcher. Non, c'est non, non, non. Les plantes ne se comportent pas de la même manière suivant chez qui elles sont, suivant là où elles sont placées, suivant la luminosité, le temps de lumière aussi, que vous habitiez dans l'est, dans l'ouest, dans le nord, dans le sud, c'est pas pareil en fait. C'est pas les mêmes conditions de culture. Donc non, il y a vraiment beaucoup trop de paramètres pour faire les choses comme ça au pif en fait. C'est assez précis et il faut l'être si on veut voir une amélioration quand on a un problème avec ses plantes. Pour trouver une solution, il faut être le plus précis possible
dans l'explication de la position de la plante, etc. Voilà, bon, je pense que je vous ai tout dit. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous avouerai que ça faisait un moment que j'avais envie de la faire. Ça y est, j'ai trouvé le temps de la faire. Rejoignez-moi sur Instagram, sur Facebook. Venez à moi discuter de plantes, il n'y a aucun problème. Je ferai mieux que l'IA. Ah! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour le monthly vlog. Déjà, oui, juin est terminé. Je ne l'ai pas vu passer, c'est une cata. Et restez bien en ligne parce que j'ai une grosse annonce à vous faire dans le monthly vlog justement. Donc, à samedi prochain. Bisous!